La lutte LGBTI+, continue pour l'association Fierté Colorée et les événements se multiplient avec notamment la Pride qui aura lieu très bientôt à Rouen le 18 juin prochain. Elle est membre de Fierté Colorée, elle est avec nous aujourd'hui, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors au programme de cette journée, donc il y aura plusieurs associations présentes et on y reviendra. Ça sera aussi l'occasion de discuter, de débattre sur plusieurs sujets avec différents intervenants. Notamment il y aura 2 discussions, donc aujourd'hui la vie de famille LGBTI+, et asile LGBTI+, regard sur l'international. De quoi va-t-il être question dans ces 2 discussions ? Ces 2 discussions vont porter sur des grandes thématiques LGBT qui sont très importantes pour Fierté Colorée. La première, la vie de famille LGBTI+, qui sera menée par l'école des parents et des éducateurs 76 et aussi par l'avocate Julia Massardier. C'est pour aborder la vie de famille parce que nous, le jour de la Pride, on crée un grand village associatif le matin sur lequel les temps de discussion vont se dérouler et en fait on a envie que ce village soit avec une atmosphère familiale parce que c'est important surtout dans le contexte actuel avec la PMA pour tous, avec l'adoption etc. Et pour nous c'est important justement d'avoir des témoignages et d'avoir des témoignages comme ça. Et ensuite concernant la deuxième intervention qui sera donc sur l'asile LGBT+, menée par Sanae Debarli et Apollinaire et Souma qui sont avocats et avocates. Ça s'inscrit aussi dans une grande thématique de Fierté Colorée parce que la demande d'asile c'est quelque chose de très important et nous c'est un de nos gros combats, on y accorde beaucoup de temps parce que encore beaucoup de personnes meurent pour qui ils aiment, pour qui ils sont dans beaucoup de pays et pour nous c'était important aussi de sensibiliser les gens sur cette thématique. Vous avez un peu parlé des intervenants, il y a notamment des avocats etc. Comment ils ont été sélectionnés ces intervenants ? C'est soit par connaissance et aussi parce que on a des personnes qui s'y connaissent bien au sein de l'asso, des personnes qui sont très intéressées alors forcément le lien se fait tout de suite. Il y aura aussi des associations, vous l'avez dit, donc un village associatif. Ce jour-là, il y aura qui au niveau des associations ? Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques-unes ? Au niveau des associations, il y en a un bon nombre tout de même. On a les incontournables AIDS et NIPS qui sont donc associations surtout sur la santé sexuelle LGBT. Après aussi, on retrouve le Refuge, donc aussi un peu incontournable dans la lutte LGBT au niveau des associations. Et on retrouve aussi des associations plus petites, plus locales comme Coming Out et aussi d'autres associations qui se retrouvent un peu à l'intersectionnalité, donc avec le groupe d'action féministe, il y a aussi le planning familial et je crois que j'en ai pas oublié, du moins j'espère. Le grand événement de cette journée du coup donc c'est aussi la marche, surtout la marche. Quel sera le programme de cette marche ? Est-ce qu'il est déjà établi dans un premier temps et s'il y a un petit parcours etc. Alors la marche donc elle commence à 15h et le rassemblement c'est au niveau du parvis des Beaux-Arts. C'est une marche qui se veut vraiment revendicative parce que c'est vraiment une manifestation plus qu'une marche parce que on a des messages à faire porter que ce soit tout simplement le respect de nos droits, le respect de nos identités et c'est le plus important pour nous et on pense aussi que cette marche prend tout son sens quand on a vu récemment il y a eu des chiffres qui sont sortis par les forces de sécurité concernant les LGBT-phobies dans l'année 2021 qui ont quand même augmenté de 28% comparé à 2020, ce qui est énorme, ce qui représente 3790 atteintes homophobes ou transphobes recensées par les forces de l'ordre et il faut savoir que c'est toujours minime parce que les plaintes ne sont pas souvent déposées et donc voilà c'est vraiment une marche qui a du sens pour nous et qui est pleine de revendications et au niveau du parcours donc comme j'ai dit on part des Beaux-Arts, on va jusqu'à l'hôtel de ville là où il y aura une tribune avec des grands discours politiques et revendicatifs et puis ensuite on descend au niveau de la rue de la République dans laquelle il y aura une minute de silence pour rendre hommage à toutes les personnes tuées à cause de l'homophobie et la transphobie. Ça se fait beaucoup sur les marches des fiertés. Et ensuite, on arrivera à Rive Gauche pour finir au quartier libre avec qui on collabore et avec qui, ça finira sur une ambiance beaucoup plus festive avec leur parenthèse kindergarten. Alors ça, c'est pour ce qui est de la marche. Et il y a eu ou il y aura prochainement, vous avez précisé ça, la journée de visibilité lesbienne, mais aussi la journée de visibilité trans. Ça a déjà eu lieu ? Oui, ça a déjà eu lieu. Ça a eu lieu quand ? Alors, la journée de visibilité trans, c'est le 31 mars et la journée de visibilité lesbienne, c'est le 26 avril. Et donc, c'est des grandes journées. En fait, l'année est ponctuée par des journées de visibilité sur plein d'autres thématiques LGBT. Et donc, nous, on a organisé des soirées de soutien pour ces journées-là, parce que c'est des journées très importantes qui permettent de lutter contre les oppressions, qui permettent aussi de se souvenir pour toutes les violences perçues et toutes les personnes décédées. Par exemple, là, récemment, il y a eu un suicide d'un adolescent trans de 15 ans au Mans
moment dans son propre lycée. Il s'est jeté du 3e étage, me semble-t-il. Et en fait, ces journées-là permettent aussi de se souvenir de ces personnes-là et de se souvenir de la violence qu'on vit. Mais aussi, sur un côté un peu plus gai, ça permet aussi de célébrer nos identités, célébrer qui nous sommes et montrer qu'on est fiers et d'être nous-mêmes, en fait, tout simplement. Alors, 17 mai, autre événement que vous avez organisé. Donc, le 17 mai dernier, c'était une table ronde sur les mots à l'école, discrimination, égalité et LGBTI+. Quel était l'objectif de cette table ronde ? Alors, cette table ronde se déroule le 17 mai. Et en fait, ça fait depuis maintenant un peu plus de 5 ans qu'on collabore avec le MUNAE, donc le Musée national d'éducation, autour des questions LGBT dans le monde de l'éducation. Et donc, cette année, c'était donc les mots à l'école et tout particulièrement le vocabulaire, etc. C'était une journée qui était une soirée qui était très intéressante, menée avec plusieurs conférences. Donc, il y a eu plusieurs maîtresses de conférences et aussi un enseignant et un CPE de collège qui ont apporté des témoignages de terrain. Et donc, il y a eu des discours très théoriques sur le langage et à quel point il est stéréotypé, parce que le langage dans la vie quotidienne, mais surtout aussi dans la cour d'école, c'est rempli de propos sexistes, rempli de propos homophobes. Et justement, on a déconstruit tout ça, le langage, l'histoire du langage et l'histoire des insultes, etc. Et ensuite, on a eu des retours de terrain sur qu'est-ce qui est mis en place pour pallier à tout ça, qu'est-ce qui est mis en place pour sensibiliser les jeunes sur ces questions. C'est important justement de sensibiliser la jeunesse à ces questions pour justement que dans la cour d'école, il n'y ait plus des propos homophobes, par exemple, qui soient sortis un peu sans faire exprès de la part de ces enfants, mais que ça sorte un peu des mœurs. Oui, c'est super important pour nous de sensibiliser les jeunes et aussi les moins jeunes forcément, mais pour Fierté Colorée, je pense que pour beaucoup de monde, tout passe par l'éducation. Et éduquer la jeunesse et éduquer les adolescents, c'est super important parce que, comme vous dites, il y a beaucoup de propos qui sont utilisés un peu naïvement, mais il y a aussi des propos qui sont utilisés vraiment pour faire mal, ça dépend des fois. Et c'est pour ça que c'est important de sensibiliser et c'est important aussi de faire en sorte que les jeunes deviennent acteurs de prévention, en fait, que ça soit eux qui portent la prévention et qu'ils soient éduqués, sensibilisés sur ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que Fierté Colorée mène des actions auprès d'adolescents, etc. Et on voit des nettes progressions sur ça. Ne serait-ce que il y a le mois dernier, on a fait une action avec un service jeunesse et en fait on a été confronté à un public qui parfois n'était pas du tout ouvert, pas du tout renseigné sur ces questions et on a eu vraiment des retours par exemple d'un jeune garçon qui nous avait dit que en fait au départ il comprenait pas du tout les questions LGBT et que grâce à notre intervention, ça fait un peu sauveur dit comme ça mais c'est pas vraiment le but, mais grâce à notre intervention en fait on a permis à lui de se déconstruire et de mieux comprendre à quel point certains actes peuvent être homophobes, transphobes, etc. Parler de tout ça avec la jeunesse, c'est important, mais c'est pas forcément l'avis de tout le monde. Non. En France, on a notamment Éric Zemmour du Parti Reconquête qui ne veut pas qu'on parle de ça au collège, lycée, école. Plus récemment, on voit qu'en Floride, il y a une loi qui a été faite pour interdire d'enseigner des sujets en lien avec l'orientation sexuelle et l'identité de genre en primaire. Quand on est membre d'une association comme la vôtre, qu'est-ce qu'on en pense de ces choses-là ? Forcément, ça énerve beaucoup. Après, ça étonne plus trop parce que maintenant on s'habitue, on ne sera jamais vraiment habitué à ça, mais c'est tellement environnant cette oppression et beaucoup parlent du lobby LGBT, que c'est un grand terme beaucoup utilisé, mais en fait en réalité c'est juste camoufler de la transphobie, camoufler de l'homophobie derrière des grandes peurs oui mais on va endoctriner les enfants blablabla, mais en fait ça n'a aucun sens et nous ça nous donne encore plus envie de lutter et encore plus envie de militer. Faut réussir à faire du coup la différence entre l'endoctrinement comme certains disent et l'ouverture d'esprit en fait chez les enfants. Oui c'est ça, c'est clairement ça, c'est juste de l'éducation et en fait si on en parle c'est parce que c'est normal et je vois pas pourquoi on ne pourrait pas parler des relations homosexuelles, affectives, romantiques et sexuelles, mais par contre l'hétérosexualité il n'y a pas de souci, on peut en parler autant qu'on veut. Très rapidement, est-ce qu'on peut juste évoquer vraiment très rapidement le podcast? Vous avez un podcast qui va sûrement arriver bientôt. En quelques mots, est-ce que vous pouvez juste nous dire de quoi ça parlerait très rapidement? Ça va être un podcast sur les thématiques LGBT. Pour le moment, c'est encore sous forme embryonnaire. Ça va être un podcast qui est protéiforme, donc qui va traiter de plein de choses, que ce soit des faits historiques, des témoignages, il y aura vraiment beaucoup de formats. Bon, un podcast du coup qu'on pourra retrouver où ça sur les plateformes de podcast habituelles? C'est ça, et aussi sur notre site internet qui est en construction. Et du coup, on pourra suivre tout ça sûrement sur vos réseaux sociaux, etc. Oui, merci beaucoup, Ethel, d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Donc je rappelle, vous êtes membre de Fierté Colorée. Le 18 juin
À Rouen, ça sera la Pride, une marche sera organisée, des associations seront présentes, des discussions seront aussi organisées. Merci encore d'avoir été avec nous, Ethel, pour cette émission qui est comme d'habitude disponible en podcast audio, en podcast vidéo, mais aussi sur notre site internet et notre application et notre chaîne YouTube Radio Sensation Normandie.